C'est bon? Allez, 3, 2, 1, à toi Olivier. Bonjour à tous, bienvenue sur le Facebook de la ville de Marseille. Comme vous le voyez, je suis sous l'eau et je vais vous emmener faire une plongée inédite sur le récif artificiel du Prado. Donc il faut savoir que c'est un site qui normalement est interdit, c'est une zone sanctuaire, mais dans le cadre de l'anniversaire du projet, nous avons la possibilité de vous emmener avec nous pour plonger et le visiter. Solène, est-ce que vous me recevez en surface? Oui Olivier, je t'entends, je suis à peu près 20 mètres au-dessus de toi, embarqué à bord du bateau et je vais être ton relais avec les internautes puisqu'ici nous sommes connectés directement avec Internet. Ok, super. Eh bien, je vais commencer à descendre sur le site des récifs. Alors, pour le moment, en surface, la visie est très moyenne. Nous subissons les événements météo des derniers jours, à savoir la pluie. Et en cette période de l'année, il y a aussi des proliférations d'algues. Mais très généralement, c'est restreint à la surface. Effectivement, nous, de notre écran, il semblerait que l'eau soit plutôt verte. C'est vraiment les conditions printanières du plancton qui se développe à cette saison, n'est-ce pas? Alors, quelle est la température du milieu, Olivier, par exemple? Qu'est-ce que tu peux nous raconter sur les conditions de milieu? Est-ce que tu peux répéter? Quelle est la température du milieu? Quelles sont les conditions de milieu autour de toi? Alors, la température en surface est de 18 degrés. Mais là, je commence à sentir le froid. Là, je suis plutôt à 14-13 degrés, donc bon. Ce sont les températures hivernales. Voilà, donc on arrive près du fond. Ici, nous, il fait plutôt 25 degrés en surface. Ceci explique le fait que tu aies une combinaison de plongée pour te préserver justement du froid et pouvoir faire un live en direct qui soit dans des conditions les plus confortables possibles. Ok. Donc ça y est, je touche le fond. 25 mètres de profondeur, 14 degrés. La visie est moyenne, mais ça devrait le faire. Donc on va commencer la promenade tout de suite. Et je vais vous emmener vers le premier module. Les récifs artificiels, c'est le plus gros projet au niveau de l'Europe et de la Méditerranée, avec l'immersion de 400 récifs. Il y a 6 modules, 6 variétés de récifs différentes, répartis sur à peu près 200 hectares. Donc 200 hectares ici en rade sud de Marseille. Pourquoi Olivier, on a eu l'idée, pourquoi la ville de Marseille a installé il y a 10 ans ici 400 récifs artificiels sur une surface aussi importante alors que nous sommes là au plus proche même je dirais des activités nautiques du quotidien? Peux-tu m'expliquer la raison du fonctionnement en fait? Comment ont été implantés ces récifs et pourquoi on a implanté ces récifs artificiels, Olivier? Alors, la rade sud de Marseille a été dégradée durant les dernières décennies par rapport aux aménagements du littoral. Et dans ce contexte, un projet visait justement à restaurer les habitats écologiques. Donc du coup, on a installé les récifs artificiels qui recréent des habitats propices au peuplement de poissons. Les populations qui étaient essentiellement ciblées étaient les populations de poissons d'intérêt commercial pour aider en fait à la pêche locale, à la petite pêche artisanale locale. Voilà, donc juste derrière moi, vous pouvez voir un premier module. C'est ce qu'on appelle un module filière. Donc vous voyez, c'est comme un grand filet de pêche au final, hein, avec des cordages. Et ces cordages permettent finalement la fixation de petits organismes qui recréent un habitat. Là, on peut voir des poissons, des cerrins, des castagnols, des girelles, qui sont typiquement les peuplements des habitats côtiers.
il semblerait, nous, de visu, qu'il y ait un amas, que ce récif soit affaissé, il prend un visage un peu dégradé. Alors- Est-ce la vraie raison? Est-il vraiment dégradé? Évidemment, l'intérêt des récifs artificiels, c'est créer de l'habitat. La vie s'installe sur l'habitat et du coup, ce qu'on voit, c'est une augmentation de biomasse. C'est du poids en fait. Et le poids de la vie qui se fixe sur les filières, du coup, conduit à affaisser l'ensemble du récif. Donc, comme on disait tout à l'heure, les récifs ont 10 ans. Les premières années, les filières étaient beaucoup plus hautes, très très grandes, et aujourd'hui, c'est vrai que ça fait un peu ramasser. Après, ce qui est intéressant, c'est de voir certaines choses comme ces organismes-là, ici ou là. Vous voyez, donc ça, ce sont des animaux, ce sont des bryozoaires. Ça fait des colonies, en fait, c'est typiquement le genre d'organisme qu'on trouve sur les substrats rocheux au niveau des sites avoisinants. Donc à ce moment-là, Olivier, tu es en train de nous dire que ces espèces sembleraient venir des sites voisins. Est-ce qu'il y aurait un processus de colonisation par essaimage? Comment ça fonctionne en fait? Alors, un projet de restauration-gestion intègre très souvent la notion de connectivité. C'est-à-dire qu'un habitat en tant que tel que recrée un endroit, s'il n'est pas relié à un moment donné avec les habitats environnants, ça ne marche pas. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que les larves des œufs sont émis en pleine eau, dans des territoires avoisinants, arrivent sur les récifs et permettent une colonisation naturelle. Alors on a une question de Manuel, Olivier. Est-ce que les récifs ont tous cette même forme ou est-ce qu'il y en a d'autres? Et combien de formes on peut observer s'il y en a plusieurs? Pardon, j'ai pas compris. Manuel nous interroge et nous demande si on a plusieurs formes de récifs. Oui, tout à fait. Donc on a 6 types de modules différents. Donc là, on a vu le premier. On va aller justement, je profite de la question, pour vous emmener vers un deuxième module. En fait, l'objectif est de donner un habitat pour tous. Il y a certains poissons, certains organismes qui vont préférer des habitats grands et ouverts, d'autres des habitats plus petits. Donc du coup, des études ont été faites pour créer des modules variés pour que tout le monde s'y retrouve. Que ce soit pour la chasse, pour se nourrir, pour l'habitat, pour se protéger, ou pour la reproduction. Donc ça explique sans doute qu'il y a un étagement des espèces sur les récifs. Peut-être des petits qui sont plus en désanfractuosité, peut-être des juvéniles qu'on va voir sur les façades ou dans les algues, et peut-être des gros poissons qui seront plus en extérieur alors? Tout à fait, c'est exactement ça. En fait, chaque module a des caractéristiques propres, et au sein même des récifs, on voit des étagements. Donc là, on arrive en fait sur le deuxième module, qui est le module chicane. Donc celui-ci, vous voyez, il est plus petit. Vous pouvez vous en rendre compte par rapport à ma taille. Et là, du coup, on peut regarder ce qu'il y a sur les parois et à l'intérieur. Alors, où est mon cadreur? Il est là, il arrive. Hop. Donc en fait, ce qu'on va voir à l'intérieur du module, hop. Je ne sais pas si vous voyez. Qu'est-ce que tu peux voir dans ce module? Parce que nous avons Aude qui nous questionne et nous demande si on peut... Quelles sont les espèces les plus présentes, Olivier? En fait, je ne sais pas si voilà. Donc vous voyez à l'intérieur, là il y a des amphores. Enfin, c'est des espèces de pois à poulpe en fait à l'intérieur. Mais ce qu'on va pouvoir regarder aussi ici, c'est par exemple, vous voyez l'espèce d'éventail qui est au milieu jaune, vous le voyez? Et oui, on voit une forme arborescente. Alors ça c'est une gorgone, c'est un animal fixé, caractéristique de nos régions. Mais ce qui est vraiment très intéressant, c'est d'observer sur les récifs. C'est les espèces qui arrivent généralement en dernière en termes de succession biologique. Donc ça démontre que l'habitat est propice. Et ce qui est très intéressant, c'est que ces organismes-là sont des espèces qu'on dit structurantes de l'habitat. Donc elles vont favoriser l'installation d'autres organismes aussi.
Je sais pas si vous vous rendez compte, mais il y a pas mal de poissons aussi qui passent à l'intérieur. On voit tout ça et je me permets de compléter en disant que les suivis scientifiques, car il y a des suivis scientifiques obligatoires pour suivre vraiment la colonisation, également le suivi de ces récifs à plus long terme. Donc ces scientifiques s'intéressent à toutes ces espèces qui vont être les espèces structurantes des gorgones, mais aussi les gros poissons tels que les mérous qui sont arrivés maintenant il y a 2 ans sur les récifs artificiels, ou les corbes qui sont ces poissons qu'on voit en bout de chaîne alimentaire. Une question, Olivier, maintenant de Logan. Logan nous demande combien de récifs il y a en tout. Tu as bien dit qu'il y avait 200 hectares de concessions, mais combien de récifs immergés? Bon, la question fait des gros plans justement sur une autre petite gorgone que j'avais pas vue ici. Où on peut voir, je sais pas si Christian arrive à vous le montrer. En fait, on peut vraiment voir la partie vivante ici. Vous voyez tous les petits polypes? On voit parfaitement. Et de fait, Olivier, je comprends que tu t'arrêtes sur cette gorgone parce qu'elle est vraiment importante d'un point de vue écologique. Ça montre vraiment une maturation du site. Toutefois, on est ici asséné de questions. Et je reprends donc la question précédente, à savoir combien de récifs artificiels sont immergés sur ces 200 hectares de concession? Il y a 400 récifs immergés, répartis en villages. Ce sont des regroupements de modules. Et tous ces villages, ces 6 villages, sont reliés par des récifs de connexion. Donc là, en fait, on a un nouveau quartier sous l'eau. Depuis 10 ans, on a un 112e quartier à Marseille. Ouais, c'est ça? Exactement ça. Donc nous sommes loin d'être seuls sur cette ville. Alors, sans plus attendre, je vous emmène vers le dernier module que l'on va visiter, mais pas le moindre. C'est le panier acier, ce qu'on appelle le panier acier. C'est le module le plus gros. C'est aussi le module qui accueille, ou du moins qui bénéficie des meilleurs rendements. En gros, c'est sur ce site-là, enfin sur ce récif-là, qu'on va avoir le plus de vie, le plus de diversité et les individus les plus gros. Donc voilà, donc c'est un assemblage métallique. On voit ici les structures à l'intérieur desquelles il y a des éléments en béton. Et à l'intérieur de ces éléments en béton, on va trouver des parpaings, des pots à poulpe qui vont vraiment donner une structure complexe, un habitat diversifié, propice à une majorité d'espèces. Et comme espèce, par exemple, Olivier, est-ce que tu peux voir le corail rouge sur ce module? La question nous est posée de corail rouge qu'on peut voir ici à Marseille, qui est vraiment typique de la Méditerranée, qui, rappelons-le, est un animal. Est-ce qu'on peut le voir sur ces récifs? Pas à ma connaissance, mais ce serait quand même intéressant de souligner qu'il y a eu des travaux complémentaires. Donc, tu parlais tout à l'heure des suivis pour étudier la colonisation des récifs. Il y a aussi des expérimentations scientifiques qui ont été faites dans lesquelles il y avait une étude sur la transplantation du corail rouge. Donc il y en a du coup sur certains modules, mais la nature a été un peu accompagnée pour coloniser ces récifs. Alors de fait, il n'y en a pas aujourd'hui, mais peut-être qu'à terme, puisque les suivis se poursuivent, peut-être qu'ils nous révéleront qu'il y aura ce corail rouge installé ici. Sait-on jamais? Alors, une nouvelle question de nos internautes. Est-ce qu'il y a un entretien particulier sur ces récifs? On a mis des modules dans le temps. Comment ça se passe? Est-ce que ces récifs se dégradent? Est-ce qu'il faut les entretenir d'une manière particulière? Comment fait-on pour pouvoir suivre la structure du récif même? Les récifs en soi ne nécessitent pas d'entretien. C'est des supports de vie qui évoluent avec la vie. La seule chose qui a été rajoutée, c'est ces gros éléments ici là que vous voyez. Ce sont des anodes. Ces anodes en fait permettent de préserver les structures métalliques pour éviter que les récifs ne s'affaissent trop vite. Voilà, donc c'est le seul élément en fait de, je dirais, d'entretien.
Par contre, ils sont suivis très régulièrement. Il y a aussi une patrouille de la ville de Marseille qui surveille les récifs aussi, pour sensibiliser d'abord, mais pour prévenir éventuellement d'actions de dégradation, même involontaires, hein. Mais par exemple d'engins de pêche traînants ou de choses comme ça. Parce que tu crois qu'on peut voir des engins de pêche ici? Il me semblait qu'on était sur une concession avec une réglementation particulière. Tout à fait. Normalement, aucun prélèvement n'est autorisé. Il y a un arrêté préfectoral qui a été pris par le préfet de région et la préfecture maritime. Comment ça se fait qu'il y ait des engins de pêche parfois? Très probablement par méconnaissance, ou des engins de pêche qui ont pu être perdus à un certain moment et qui finissent aléatoirement sur les récifs. Moi, à ma connaissance, il n'y a pas réellement d'action de dégradation, de braconnage connue sur ce site. Voilà, les quelques filets qu'on peut voir sont sans doute effectivement, si c'est des filets de pêche ou même des arts, je dirais, des arts traînants de loisirs, peuvent être des éléments qui ont été tout à fait perdus. Et si toutefois il y a dedans, normalement, dans la zone de la concession, il n'y a aucune pêche autorisée. Et pour ça, on a nos patrouilles en place qui font la surveillance. Pourquoi en fait on n'autorise aucune activité de prélèvement, hein. Donc aucune activité de prélèvement, c'est la plongée, c'est l'ancrage. C'est effectivement la pêche, loisirs, professionnels, chasse sous-marine. C'est simplement pour laisser le temps au temps, en fait, le processus de colonisation, laisser le temps à la nature de revenir. En fait, la nature, en général, elle se débrouille bien sans nous, non? Alors, qu'est-ce que Christian nous montre? Je ne suis pas à côté de lui, je me rapproche. Alors effectivement, on va retrouver tout plein de petits poissons qui sont les poissons des petits fonds de notre littoral. Donc là encore, c'est une preuve de bonne santé, de fonctionnalité des récifs. On ciblait les poissons commerciaux, mais ces poissons commerciaux sont le résultat, la vie de ces poissons commerciaux sont le résultat de la prolifération de l'ensemble de la chaîne alimentaire. On a dénombré en 2015 76 taxons, grands groupes d'organismes, sur les récifs, ce qui est très très proche de la biodiversité qu'on peut rencontrer sur des sites naturels. Donc les récifs artificiels, au final, on peut le dire 10 ans après, ça marche, puisqu'on a des espèces. Ça marche bien. Tu as parlé des juvéniles, donc on a également... Les premières années on plongeait, on avait des points GPS très très précis pour les trouver. Aujourd'hui finalement, c'est presque les poissons qui nous amènent sur les récifs. Oui, donc vraiment ça marche à tous les niveaux. Si en plus il y a des juvéniles, il y a des espèces plus importantes, des espèces piscivores qui vont se nourrir du coup d'autres poissons. On a noté du Saint-Pierre par exemple, les sards. Alors ces sards qui sont des espèces qui sont très pêchées, sont particulièrement présents sur le site des récifs artificiels, notamment sur le panier acier. C'est ceux qui ont le plus augmenté en nombre et en taille pendant ces 10 ans. Ils ont pris leur aise. Et finalement, c'est quelque chose de bien puisqu'en fait, n'oublions pas, ces récifs ont été mis en place pour favoriser la pêche côtière. Alors, une question des internautes, Olivier. À quelle profondeur sont ces récifs? C'est Adrien qui pose la question. La profondeur du site, elle n'est pas égale partout parce qu'on est quand même sur 200 hectares, comme je l'ai dit tout à l'heure. Ils sont entre 25 mètres et 35 mètres de profondeur, ce qui est quand même relativement profond. Mais malgré tout, on voit que la colonisation est relativement homogène sur l'ensemble du site. Donc pas de différence sur l'ensemble de la concession entre le nord, le sud, tout est un peu homogène. Exactement. Mais alors, quelles peuvent être les différences sur la colonisation qu'il y a sur les façades, les surfaces? Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut jouer si ce n'est pas l'emplacement géographique? Sont essentiellement liés en fait au type de module. C'est vraiment la nature du module qui détermine la biodiversité et l'abondance. D'où la raison d'avoir implanté 6 structures différentes qui ont été inspirées en fait on va dire de projets autres qu'il peut y avoir de ce même type dans le monde. Je crois qu'il n'y a que le récif filière qui est de fait vraiment une expérimentation marseillaise. Donc celui-là, il est souvent bien suivi par les scientifiques puisque il est ici implanté à titre expérimental.
C'est ça. Tout se passe bien en surface? Tout se passe bien en surface, un petit sillage de temps en temps. C'est qu'il y a du monde en fait sur le plan d'eau à Marseille. Ici, D'accord. la mer est tellement belle que tout le monde est sorti. Ok, donc là on prend un peu d'élévation. On va se mettre sur les parties supérieures des récifs. Donc là, je me trouve maintenant plus qu'à 20 mètres. Alors une question justement, est-ce que il y a des visites organisées de ces récifs? Là, on est en pleine visite guidée, on est d'accord? On est Oui. tous derrière toi finalement, on a l'impression d'être en mode caméra embarquée, alors que pourtant nous sommes en surface et d'autres sont derrière leurs écrans. Mais est-ce qu'on peut les visiter par ailleurs Non. tout au long de l'année? Non, c'est un site sanctuaire, comme on l'a dit. Donc c'est vraiment... L'objectif est vraiment de le préserver de toute dégradation. Donc les ancrages, les bulles, le contact. Hein. Toutefois, il y a de la surveillance qui est faite régulière sur les récifs, animée par la fédération de plongée, qui permet à des bénévoles de participer justement à la surveillance et la connaissance. Donc le seul moyen, je dirais, de pouvoir visiter ces récifs, c'est quelque part le rendre à la nature en y participant, en y consacrant un peu de temps, en se rapprochant de la fédération. Et je te compléterai en disant qu'il y a quand même une programmation dans le cadre des 10 ans. Alors si vous êtes intéressé au récif, déjà je vous invite vraiment à consulter le site internet mer.marseille.fr sur lequel il y a beaucoup d'informations, toute la programmation des événements à venir, puisque l'ouverture a été faite de ces 10 ans en date d'hier. Mais probablement, sachez qu'il y a dans les bacs des sorties qui vont être à l'automne, spécifiquement réalisées pour des plongeurs autonomes, donc avertis, des sorties très encadrées. Et à ce moment-là, il faudra s'inscrire via le lien mis sur mer.marseille.fr à l'automne. Profitez parce qu'on vous l'a dit, ce sont des occasions rares. Donc celle-là, on ne la loupe pas. Vous voyez le beau poisson? Alors magnifique, on se demande si c'est un poisson, une pierre. Peux-tu nous en dire plus? Donc c'est un chapon, donc une espèce de grosse rascasse, donc de valeur économique majeure. Et d'après la taille de son ventre, probablement une femelle avec des œufs. Alors, est-ce que c'est celle-là qu'on appelle la rascasse royale et qu'on voit habituellement rouge? Exactement ça, oui. Elle nous semble un peu sombre ici. Pourquoi on perd cette couleur? C'est exactement ça. Et pourquoi la voit-on de fait pas rouge sur les mois, sur l'étal du poissonnier? Je la vois rouge habituellement. Il y a une perte des couleurs en fait avec la colonne d'eau. Je vous précise, hein, j'en profite, je prends la parole un peu à Olivier. Une perte des couleurs puisque l'eau absorbe vraiment la lumière et de fait elle laisse passer que quelques rayons et sous l'eau on ne voit plutôt du gris, du bleu, sauf si on éclaire avec un phare comme Olivier a au poignet. Et là vous voyez on est en train de récupérer la couleur du poisson, tandis que si on éloigne le phare, on le reverrait de nouveau plutôt dans les couleurs jaunâtres, orange et puis un peu verte. Ok, donc on continue à faire le tour. Olivier, la question est posée, est-ce que la vie se propage au-delà des récifs? Est-ce qu'en gros, ces récifs sont un site de production ou est-ce qu'il permet aussi ce type aux de sites projet, voisins? c'est le fait de les insérer à l'échelle géographique plus large, qui vont se connecter avec d'autres projets. Donc, il faut savoir que là, sur quelques dizaines de kilomètres de côte, on a 9 zones de non-prélèvement, que ce soit justement les récifs artificiels, ou le parc national des Calanques, ou le parc marin de la Côte-Bleue, et du coup, on voit de la connectivité entre ces sites. Ce que produit les récifs artificiels va permettre de repeupler ou d'améliorer les populations alentours. Et c'est les populations alentours qui permettent aussi le développement de la vie sur les récifs. Donc ces projets ne sont pas des stratégies en fait. Ces projets ne sont pas des stratégies cloisonnées. C'est vraiment réfléchir à une échelle plus globale. Et pour compléter, je dirais qu'il y a un comité de pilotage des récifs, piloté par la ville de Marseille, avec également des partenaires associés qui se penchent effectivement chaque année sur ces questions de quoi faire en termes de suivi scientifique. Est-ce que la réglementation doit
évoluer? Quelle est la stratégie de surveillance à mettre en place? Encore une fois, une réflexion qui se fait à une échelle plus large que la seule concession et qui inclut des partenaires qui sont eux-mêmes présents au sein des autres zones de non-prélèvement. Donc les zones de protection proches, notamment le parc marin de la Côte Bleue et évidemment le parc national des Calanques, qui est quand même tout voisin. Alors une question, Olivier, est-ce que finalement les récifs sont une pépinière uniquement pour les espèces halieutiques ou est-ce qu'il y a d'autres suivis auxquels on s'intéresse de manière spécifique? Alors on s'intéresse aux poissons, mais on s'intéresse aussi à tout ce qui est peuplement benthique, c'est-à-dire la vie fixée. Donc comme ici finalement, on peut voir le développement de ces organismes-là, donc il y a des suivis qui sont faits dans ce cadre. Donc j'aime bien l'idée, puisque là on est au droit même, je dirais, pour ceux qui connaissent bien Marseille, de la station marine d'Andoum, donc vraiment la petite presqu'île d'Andoum. On a des scientifiques pas loin, et en fait on imagine qu'ils ont sous l'eau un laboratoire in situ qui est juste immergé, sur lequel ils peuvent développer, évidemment en cohérence avec le plan de gestion des récifs, toutes des expérimentations qui sont utiles, notamment pour suivre les processus de colonisation ou autres, en fait tout suivi qu'ils souhaitent mettre sur des structures qui sont là, je dirais, pour leur confort de travail. Alors, on observe des éléments différents. Là, Olivier, tu nous présentes un peu le panier acier. On a vu, c'est des grosses structures cubiques globalement, mais il y a des petits éléments à l'intérieur. Est-ce que tu pourrais nous zoomer dessus et nous parler un petit peu de ces éléments? Ouais, tout à fait. Alors, hop. Je ne sais pas si on les voit par ici. Là, le cadre n'est pas simple à faire. Donc en fait, à l'intérieur, il y a ces espèces de structures là. Ce sont des pochons à coquilles d'huîtres. En fait, ces pochons permettent de créer des habitats très petits, notamment pour la fixation des larves. Donc je dirais c'est un peu les nurseries à l'intérieur du récif qui vont permettre après la colonisation de l'ensemble des structures. Donc on a pensé à tout le monde, hein. Il y a effectivement les juvéniles qui vont préférer plutôt les espèces petites. Pourquoi? Pour s'abriter en fait, hein. Simplement des prédateurs qui pourraient parvenir et avoir envie de s'alimenter. Mais également il y a aussi les crustacés, les mollusques, tous ces animaux, tous ces organismes marins qui souhaitent en fait se mettre à l'abri de la prédation et également qui ont besoin d'un espace plutôt confiné pour pouvoir s'épanouir. Alors, est-ce qu'il y a donc un rôle refuge? Ça, on l'a dit. Il y a un rôle également d'alimentation. Donc en fait, s'il y a tout l'ensemble de ces rôles réunis sur le récif artificiel, on se retrouve dans un écosystème classique, presque dans un écosystème naturel, Olivier. Pardon, j'ai pas compris la question. Ici, on a un espace où les poissons logent, on a un espace où les poissons se reproduisent. Donc finalement, est-ce qu'on a reconstitué un écosystème qui est proche de celui naturel? On retrouve finalement un lieu propice au développement d'une communauté complète et dans le cadre de l'ensemble des étapes de la vie. Donc oui, c'est un habitat en soi. Comme derniers éléments qu'on a pu constater, les éléments clés, forts des derniers suivis scientifiques, est-ce que tu as en mémoire des espèces importantes? On a parlé du corail rouge, donc pas encore vu, mais roucorbe, ok, il est là. Des grands crustacés, tiens. Est-ce qu'on en a des grands crustacés? Des langoustes ont été observées plusieurs fois et d'autres crustacés. Donc ça aussi c'est très intéressant. Donc c'est vrai qu'on voit vraiment une colonisation forte. Et même lors des derniers relevés, on a pu observer des corbes et des mérous, donc des espèces de la chaîne alimentaire, et en plus d'intérêt patrimonial majeur. Des poissons également régulièrement observés sont les congres, les mostels, tous ces poissons qui sont importants pour leur chair, pour l'alimentation, mais surtout qui sont encore synonymes de la mise en place vraiment d'un site qui mature, d'un site naturel. On a une question de Clem, Olivier. Clem demande
À quoi ressembleront les récifs dans le futur? Est-ce que toi, tu arrives à te projeter? Ah, c'est une très bonne question, très difficile à répondre. On ne sait pas trop. La nature crée d'une manière aléatoire. On peut juste imaginer que les structures vont continuer à grossir en taille parce que les organismes les colonisent. Peut-être certaines vont s'affaisser, devenir quelque chose de chaotique, mais chaotique dans la nature, c'est une bonne chose. Donc on espère vraiment voir ça dans les années futures. Ça fait le lien, ce que tu exprimes, avec certains récifs qui sont, il me semble, des gros enrochements, des grosses pierres finalement qui simuleraient le milieu naturel. Comment ils fonctionnent ces gros enrochements? Hein, Olivier, connais-tu, as-tu eu l'occasion de plonger sur les récifs à enrochement, ces grosses pierres, ces gros Oui, blocs de aussi. carrière? Tout à fait. Est-ce qu'ils Les sont récifs rentables? franchement sont aussi très diversifiés en termes de vie. Là encore, c'est la nature chaotique qui favorise l'installation de la vie. Donc finalement, la nature a horreur du vide, mais elle aime aussi C'est les ça. choses compliquées. En tout cas, des choses qui nous dépassent, c'est certain. Je crois qu'on a approché la demi-heure. Olivier, comment ça se passe au bout d'une demi-heure de plongée? Eh ben, au bout d'une demi-heure de plongée, les stocks d'air se restreignent et les paliers commencent à s'afficher. Donc pour nous, il serait prudent de commencer à se rapprocher de la surface. Malgré tout, c'est vrai que l'opportunité de visiter ces récifs nous emmène toujours à vouloir pousser un peu plus loin les plongées, mais voilà, la sécurité prime avant tout. Effectivement, c'était quand même déjà une belle chance, une belle opportunité d'avoir une demi-heure en live sur les récifs. Tu peux commencer à regagner tes paliers. On prendra une question parce qu'effectivement, les questions, elles se bousculent. Une dernière question. Olivier, est-ce qu'il y a des blocs de béton uniquement sur ces récifs ou est-ce que finalement, il y a d'autres matériaux? On a vu les boots pour les Du filières. Le béton, boot, c'est du cordage. De Qu'est-ce la qu'on peut voir corde, d'autre? du métal. C'est des bétons spécifiques qui sont installés sur les récifs. Hein. C'est pas les bétons qu'on utilise pour les maisons. Donc on est plutôt sur des matières inertes. Là encore, les matières sont vraiment étudiées pour pouvoir surtout ne pas déranger la nature, ne pas polluer. Ce sont vraiment des matières propres pour pouvoir poursuivre une colonisation et sans dégrader l'environnement. Nous rappelons, c'est vraiment un projet en vue de favoriser la biodiversité et la production d'espèces pour la pêche. On va te laisser regagner tes paliers, je pense, Olivier. Combien de temps s'affiche sur ton ordinateur? 10 minutes de palier. 10 minutes de palier, c'est effectivement assez conséquent pour un plongeur. Internaute, il va falloir qu'on vous rende l'antenne, mais vous, par contre, restez connectés. Nous vous remercions vraiment d'avoir suivi avec intérêt ce live, vraiment cette immersion en direct. Vous avez été nombreux à poser vos questions. Merci pour votre engouement. Merci d'avoir suivi vraiment cette émission de la part de la ville de Marseille. Et c'est vraiment important que vous restiez connectés pour pouvoir poser toutes vos questions, puisqu'en